faible. Cependant, après avoir quitté le pays, la princesse bizarre qui était amoureuse de lui le suit. Maintenant, elle va le forcer à vivre ensemble tout en planifiant de l'applaudir pour qu'il ne la quitte plus jamais. Avant d'être expulsé, Gideon travaillait comme chevalier dans le groupe des héros, combattant aux côtés de sa puissante sœur, Ruti. Mais le sage du groupe, Ares, a toujours cru qu'il était un mâle bêta. Pour prouver son point de vue, Ares a créé une barrière magique et a défié Gideon de la détruire avec une simple épée. Gideon n'a même pas pu égratigner la barrière. Ares a utilisé cet échec comme preuve finale et a humilié Gideon en le bannissant de l'équipe. Le pauvre guerrier aspirant chevalier n'a pas riposté. Au lieu de cela, il a accepté ce destin, a changé son nom en Red et a voyagé jusqu'au paisible village de Zultan pour commencer une nouvelle vie. Son arrêt principal est de la guilde des aventuriers locales où il vend sa récolte quotidienne à la réceptionniste Maigria. En quittant la guilde, Red rencontre un jeune garçon du village nommé Tanta. Il admire Red et promet que lorsqu'il deviendra charpentier, il construira une pharmacie pour lui. Plus tard dans la nuit, Red est dans sa chambre en train de compter l'argent qu'il a économisé, en vendant toutes les herbes médicinales. Il se rend compte qu'il lui faudra au moins 6 mois pour économiser suffisamment pour ouvrir sa pharmacie. Soudain, on frappe frénétiquement à sa porte. C'est le père de Tanta, Guns, qui panique comme un bêta. Il explique que Tanta est tombé gravement malade et pourrait perdre la vie. Immédiatement, Red va voir si l'enfant est vraiment en train de mourir. Red affirme que Tanta a une maladie rare appelée œil blanc. S'il ne la traite pas dans les 24 heures, le garçon deviendra aveugle pour toujours. Oh, d'accord. Il explique que seule une herbe spéciale appelée aiguille de sang peut le guérir. Guns est désespéré de sauver son fils. Alors il se met à genoux et propose de donner $1 million à Red en échange. Sans hésitation, Red décide d'aider. Non pas pour l'argent, mais parce que Tanta est son ami. Red se déplace à travers les montagnes comme un criminel en fuite. Il atteint l'endroit où poussent les aiguilles de sang. Soudain, un hibou-garou surgit de l'ombre et se jette sur lui. Mais Red tire calmement son épée et lui inflige une profonde entaille à la poitrine, comme si de rien n'était. Ensuite, Red apporte les herbes à Guns juste à temps, et ils parviennent à guérir la maladie de Tanta. La famille du garçon et le médecin local sont incroyablement reconnaissants. Plus tard dans la nuit, alors que Red se promène dans les bois, Guns l'approche pour exprimer sa gratitude une fois de plus. En tant que maître charpentier, il propose de construire la pharmacie pour Red en récompense d'avoir sauvé son fils. Lors de l'inauguration du magasin, Red entend des clients parler du guerrier intrépide nommé Ruti et de ses récentes victoires. Entendre que le groupe de héros réussit sans lui procure un sentiment de paix. De retour à la guilde des aventuriers, une célèbre aventurière de rang A nommée Rislet arrive pour remettre un rapport. Elle explique qu'ils viennent d'organiser une fête pour l'inauguration de leur pharmacie locale. Rislet est intriguée et Maigria continue de parler du propriétaire de la pharmacie, le qualifiant d'homme le plus aventureux et le plus beau du village. D'un autre côté, la toute nouvelle pharmacie de Red est un échec monumental. Il s'appuie sur le comptoir, regardant dans le vide et essayant de comprendre pourquoi il n'a aucun client. Juste à ce moment-là, la porte sonne et une femme entre, le reconnaissant instantanément et l'appelant par son ancien nom, Gideon. C'est l'aventurière de rang A, Rislet, et les deux s'assoient pour une tasse de thé chaud. Il s'avère que cette fille, ressemblant à Kim Kardashian, est en réalité la princesse d'une nation appelée Lagarvia. Cependant, elle a abandonné sa vie royale parce qu'elle en avait assez des jeux politiques qui ruinaient sa famille. Après cela, elle a rencontré Red et ses coéquipiers et ils partaient en mission ensemble. Quand Rislet l'appelle par son ancien nom, Gideon, il explique qu'il utilise son nouveau nom, Red. En entendant cela, elle essaie de flirter avec lui juste pour vérifier son dysfonctionnement érectile. Et étant le simple qu'il est, Red admet qu'il a choisi son nouveau nom parce que le bout de ses airbags est rouge. Malheureusement, elle semble flattée par ce geste pathétique. Elle demande ensuite ce qu'un ancien chevalier de haut rang fait à se cacher dans une ville sans avenir comme Zultan. Red lui dit qu'il était un fardeau pour le groupe. Mais Rislet n'est pas d'accord et affirme qu'il était un guerrier fort. Pour échapper à cette fille en colère, Red va à la cuisine pour préparer un peu plus de thé. Il l'apporte à la table et juste au moment où Rislet en prend une gorgée, elle déclare que ça a le même goût que son jus de saucisse. Que veux-tu dire par là ? Ce commentaire les rend tous les deux timides, puisqu'ils ont vécu des vies coquines dans le passé. Le souvenir les ramène à un bar bruyant, où ils se sont rencontrés pour la première fois. Un vieil homme ivre embêtait une femme encapuchonnée qui était, bien sûr, Rislet. Avant que l'un des héros ne puisse intervenir, elle s'en est occupée elle-même, jetant le type au sol. Elle a ensuite dit fièrement au groupe de héros qu'elle n'avait pas besoin de leur aide, exhibant son statut de princesse de Lagarvia. De retour au présent, ils discutent d'un souvenir plus récent d'une exploration dans les montagnes quand ils n'étaient que tous les deux. Alors qu'ils discutaient au milieu de la nuit, Rislet a affirmé avoir trouvé des traces étranges menant à une cabane isolée. Red écouta prudemment ses divagations et révéla que l'armée du Seigneur Démon est probablement impliquée. Il suggéra qu'il fasse cette équipe pour enquêter, mais la fierté de Rislet s'en mêle. Elle refuse son offre, disant que Lagarvia combat et gagne ses propres batailles sans aide. Red respecta sa décision et lui offrit des cookies, probablement juste pour changer de sujet. Mais la femme à la poitrine généreuse commence à baver comme un labrador et dit que c'est délicieux. Dans le présent, Red la confronte, affirmant que son compliment n'était qu'une politesse de façade. Il prétend que Rislet n'était pas vraiment honnête avec ses sentiments à l'époque et qu'elle n'a appris à être honnête que lorsqu'elle a fait face au démon Shisandanamoto. Cela déclenche un autre flashback beaucoup plus sombre vers un conseil de guerre à Lagarvia. Les responsables du royaume paniquaient à propos de leurs provisions qui s'amenuisaient. Rislet a proposé un plan astucieux pour frapper les réserves alimentaires de l'armée démoniaque. Son maître, le commandant, a loué sa stratégie et a mis le plan en action, assignant le groupe des héros à la défense du château. Malheureusement, tout cela était un piège pour vaincre la nation de Lagarvia, car le commandant se tenait aux côtés des démons qu'ils étaient censés combattre. Juste à ce moment-là, Red est arrivé sur les lieux et il a transpercé le commandant avec son épée. Cela l'a amené à révéler sa véritable forme en tant que démon Shisandan. Les deux n'avaient pas d'autre choix que de combattre cette bête, mais soudain, la sœur de Red, Ruti, fait son apparition. Elle tranche chirurgicalement les bras de Shisandan et enfonce son épée directement dans son cœur.
Cette expérience laissa Rislet complètement stupéfaite car elle ne pouvait même pas couvrir correctement ses airbags. Elle s'enferma pendant des jours, accablée par le chagrin pour son maître et les soldats qui sont morts. C'est Red qui alla la voir, espérant obtenir un peu de cette pénétration par lien traumatique. Il découvrit que Rislet était au bord de la dépression et lui fit un discours sévère, lui rappelant son devoir en tant que capitaine. Pendant cette période difficile, ces mots étaient la seule chose qui l'atteignait, l'aidant à se rétablir et à diriger à nouveau. De retour à la pharmacie, le poids de leur passé pèse entre eux. Rislet, ayant trouvé la seule personne avec qui elle peut être elle-même, prend une grande décision. Elle exige que Red lui donne un emploi dans sa boutique. Il essaie de refuser, voulant protéger sa nouvelle vie tranquille, mais elle a une réponse à tout. Elle propose de gérer le magasin pendant qu'il est dans les bois à chercher des herbes et propose même de souffler sa saucisse chaque nuit. Et très bien, tais-toi et prends mon argent. C'est en fait une bonne décision commerciale, donc Red accepte à contre-cœur. Rislet prouve immédiatement sa valeur en démontant son terrible sens des affaires. Il lui montre une potion qu'il a faite qui augmente le volume des autres potions, pensant qu'il est un génie. Cependant, cette Rislet à la poitrine généreuse lui explique la situation. Il lui montre ensuite un analgésique moins addictif, mais elle l'informe qu'il a besoin d'une approbation spéciale du conseil de Zoltan pour le vendre, chose à laquelle il n'avait même jamais pensé. Réalisant qu'elle est en fait intelligente, Red lui demande de passer chaque fois qu'elle aura le temps d'aider, mais Rislet le regarde simplement et dit qu'ils ne se sépareront jamais plus. Elle annonce alors qu'elle va emménager avec lui et qu'elle va acheter un lit et une baignoire plus grand pour qu'ils puissent les partager. Red est complètement abasourdi car son rêve d'une nuit sensuelle avec une femme à la poitrine généreuse devient réalité. Pendant ce temps, loin de là, Harris présente un nouveau membre à la troupe des héros, une assassin silencieuse nommée Tess. Il présente cette petite fille à ses coéquipiers comme le remplaçant de Gideon. Juste au moment où il se présente, Ruthie arrive sur les lieux. Avec un visage comme Joe Biden, elle accepte Tess et assigne à l'équipe leur prochaine mission, la recherche d'une arme ancienne laissée par un ancien seigneur démon. Le lendemain matin, Red se réveille pour se retrouver à dormir par terre. Mais quand il regarde à côté de lui, il voit un panier de lait de 10 livres suspendu au corps de Rislet. Plus tard, les deux se retrouvent en bas, où Red a préparé un délicieux petit déjeuner pour eux deux. Ils s'assoient pour manger comme un vieux couple marié et la fille dévore tout avec enthousiasme. Elle agit ensuite comme sa gestionnaire d'affaires non rémunérée et expose leur plan pour la journée. Elle veut faire approuver le nouveau médicament antidouleur de Red par le conseil municipal. Rislet aborde ensuite le sujet de son salaire. Elle veut que Red réorganise ses entrailles au lit 2 fois par semaine. Après avoir soigneusement considéré la santé de sa saucisse, Red accepte simplement de devenir une viande pendante pour sa nouvelle assistante. Les deux se dirigent ensuite vers la ville pour mener leur activité professionnelle. Leur premier arrêt est un magasin de meubles appartenant à un gobelin. Quand le gobelin voit la belle princesse avec un perdant comme Red, il demande immédiatement ce qui se passe. Rislet annonce fièrement qu'elle emménage avec lui et frotte ses galons de lait sur le corps de Red. Le gobelin est sans voix, mais il félicite rapidement Red, supposant qu'ils sont en couple. Red se demande pourquoi le gobelin est si gentil avec elle alors qu'il est habituellement un vrai crétin avec lui. Le gobelin explique que contrairement à Red, qui essaie toujours de marchander, Rislet est une vraie cliente qui paie le prix fort. D'un autre côté, Rislet choisit un nouveau lit et regarde Red de manière séduisante, espérant passer à l'acte plus tard dans la nuit. Tandis que Red essaie de contrôler sa saucisse, Rislet organise la livraison du lit à la pharmacie. Alors qu'ils partent, elle mentionne que la boutique du gobelin a toujours des articles de première qualité. Red explique que c'est parce que le gobelin a amélioré sa bénédiction d'artisan. Il lâche ensuite une bombe sur le fonctionnement des bénédictions. Elles sont données aléatoirement par un certain dieu nommé Demus, et la seule façon de monter de niveau est d'exterminer une autre personne qui a aussi une bénédiction. Ce système tordu encourage essentiellement les gens à s'éliminer les uns les autres pour le pouvoir, transformant le monde entier en un cloaque violent pour les psychopathes. En route vers le bureau du conseil, Red aperçoit Tenta se faire embêter par un groupe d'enfants plus âgés. Il intervient immédiatement pour interrompre la bagarre, mais un enfant nommé Ademi attrape une pierre et la lance sur lui. Red la dévie sans effort et dit à l'enfant qu'il devrait sauver son petit derrière sans poil et partir d'ici. Red vérifie l'état de Tenta et de son ami, Al, qui a aussi été égratigné lors de la bagarre. Juste à ce moment-là, Rislet arrive avec ses énormes bottes à clous et Tenta est choquée de la voir avec Red. Elle explique qu'ils sont de bons amis et qu'elle vit maintenant avec lui, ce qui stupéfie encore plus l'enfant. Après avoir soigné l'enfant, Red demande à Tenta pourquoi ils se battaient et il explique qu'Ademi a commencé à les attaquer sans raison. Elle ajoute qu'Ademi n'a pas toujours été un crétin violent, mais qu'il est devenu extrêmement irascible récemment. Red comprend pourquoi. Ademi a probablement juste éveillé sa bénédiction. Il explique que les bénédictions peuvent perturber la personnalité d'une personne. Ademi a la bénédiction du bagarreur, ce qui le rend instinctivement bon pour se battre avec tout ce qu'il peut trouver. Puisqu'il a une grande affinité pour cela, la personnalité d'Ademi est déformée pour correspondre, le transformant en voyou, né comme les politiciens américains. Cette révélation terrifie Al, qui avoue qu'il ne veut même pas de bénédiction. Quand Red demande pourquoi, Al révèle qu'il en a déjà une, maître des armes, ce qui le rend habile avec n'importe quelle arme. Cependant, il a peur de finir par devenir violent comme Ademi. Rislet et Red réconfortent rapidement l'enfant, lui disant qu'une bénédiction ne définit pas qui vous êtes. Elle peut influencer votre vie, mais elle ne doit pas vous contrôler. Red lui assure qu'il peut apprendre à maîtriser sa bénédiction et l'utiliser pour le bien. Se sentant un peu mieux, les petits idiots rentrent chez eux. Alors que Red et Rislet continuent leur chemin, il lui dit qu'une fois qu'ils seront officiellement partenaires d'affaires, il ne la laissera pas s'échapper si facilement. Ce qu'elle prend en plaisantant comme un indice qu'il veut applaudir son pli lisse et beurré entre ses jambes. Au bureau du conseil, leur proposition pour le nouveau médicament est immédiatement rejetée par un fonctionnaire grincheux. Et il ne les écoute même pas et les met simplement à la porte. Imperturbable, Rislet a une autre idée et décide simplement d'aller voir un autre fonctionnaire.
Cet homme explique que Danann est sur les nerfs parce qu'un autre remède qu'ils ont approuvé le mois dernier est maintenant vendu dans les rues sous forme de poudre illégale et qu'il a dû faire face à des habitants en colère toute la semaine. Ce fiasco a gravement nui à leur réputation, car ils reçoivent même des insultes menaçantes dans les rues. Cependant, le fonctionnaire aime la taille de la poitrine de Risley, alors il accepte d'approuver personnellement leur nouvelle analgésique. Sur le chemin du retour, Red s'excuse de lui avoir fait faire tout le travail difficile, mais Risley lui dit qu'elle est heureuse d'aider. Elle serre ensuite fermement sa main, faisant affluer tout le sang vers son instrument biologique. De retour à la pharmacie, les deux réfléchissent à des moyens de rendre la boutique populaire. Risley suggère qu'il a besoin d'un produit phare que tout le monde voudra acheter. Comme elle aime sa cuisine, elle mentionne en passant qu'il devrait servir de la nourriture avec ses remèdes, ce qui lui donne une idée brillante. Red utilise ses compétences de guide, qui apparemment fonctionnent aussi pour la cuisine, tandis que Risley jette un coup d'œil par derrière. Il utilise ensuite ce mélange sur des aliments, les rendant à la fois sains et délicieux. Risley prend des échantillons de ses nouveaux biscuits médicinaux et en prend une bouchée, qui s'avère être extrêmement savoureuse. Le lendemain, elle se tient sur les trottoirs comme une vous-savez-quoi et distribue les cookies dans tout le village. Le plan est un énorme succès, et bientôt sa pharmacie est inondée de clients, faisant enfin le succès de l'entreprise de Red. Les deux célèbrent cette occasion et Red porte ce magnifique spécimen de femme dans ses bras pour admirer ses melons. Pendant ce temps, le groupe des héros rencontre de sérieux problèmes. Le combattant, Danann, se dispute ouvertement avec Aries, blâmant les terribles décisions du sage pour leur manque de progrès dans la recherche de l'arme ancienne. Danann insiste sur le fait que bannir Gideon était une énorme erreur, soulignant qu'il n'avait jamais eu ces problèmes quand il était leur guide. Il demande à Ruthie la permission de partir à sa recherche et elle accepte volontiers. Plus tard, Danann parle avec la clerc du groupe, Theodora, de leurs soupçons concernant Aries. Il mentionne qu'un autre membre du groupe, Yarendrala, est déjà parti à cause de la décision d'Aries d'exclure Gideon. Danann admet que même s'il avait l'habitude de jouer avec sa saucisse devant Gideon, il ne l'a jamais vu comme un handicap et est maintenant déterminé à le retrouver et à le ramener. Le lendemain matin, Red se réveille pour trouver le corps éblouissant de Risley à côté de lui. Alors qu'il fixe ses airbags volcaniques, elle se réveille. Plus tard, Red se tient devant sa pharmacie désormais prospère, réfléchissant à quel point sa vie est devenue absurde. Il n'aurait jamais imaginé qu'il dirigerait un magasin avec une véritable princesse à ses côtés. Juste au moment où ils rentrent à l'intérieur, un groupe d'aventuriers locaux entre, la mâchoire tombant par terre en voyant la célèbre aventurière de rang A, Risley, travailler derrière le comptoir. Elle leur annonce joyeusement qu'elle a arrêté l'aventure et qu'elle vit maintenant avec Red pour masser sa saucisse au lit. La nouvelle est si choquante qu'une des aventurières, une fille qui avait clairement un béguin pour Red, semble complètement dévastée et sort en courant de la boutique. Risley annonce alors nonchalamment qu'elle veut boire du vin et part acheter une bouteille. Dès qu'elle est repartie, Albert, le chef du groupe d'aventuriers de rang B, entre. Red le salue poliment, mais le guerrier aux cheveux argentés va droit au but, accusant Red d'avoir tué le hibour dans les montagnes. Red le nie, mais Albert ne croit pas à sa fausse explication. Il fait remarquer que l'entaille sur le corps de la bête était nette et profonde, cohérente avec un coup puissant, exactement le type de blessure que l'épée en bronze de Red ferait si elle était maniée par un expert. Malgré cela, Red continue de faire l'ignorant, ce qui énerve encore plus Albert. Ayant eu assez de cela, Albert tire son épée et la pointe vers la gorge de Red, lui disant qu'il était sur le point de lui demander de rejoindre leur groupe. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Risley réapparaît de nulle part, et, comme un éclair, elle commence à l'attaquer. Elle place ensuite sa propre épée sur le cou d'Albert, le menaçant froidement de le tuer s'il ose toucher Red. Albert est stupéfait par cette altercation et s'enfuit comme un rat infecté. Red intervient rapidement pour la calmer et tente d'expliquer la situation. Cependant, Risley est toujours furieuse, et elle exige une explication de sa part. Elle affirme qu'ils auraient dû simplement exterminer Albert pour son attitude. Red doit lui expliquer que tuer Albert, le seul aventurier de rang B à Zoltan, serait une très mauvaise idée pour la sécurité de la ville. Elle demande alors pourquoi il n'a même pas essayé de se défendre. Red déclare calmement qu'il savait qu'Albert ne faisait que fanfaronner et n'irait pas jusqu'au bout. Il dit ensuite à Risley à quel point ses airbags bougeaient plus tôt, la rendant extrêmement timide. Plus tard dans la soirée, ils célèbrent leur succès commercial avec un dîner, et Risley lui rappelle qu'ils ont encore besoin d'une baignoire. Red lui dit qu'il a déjà demandé à Gantz d'en construire une pour eux. Elle précise ensuite qu'elle veut une baignoire assez grande pour deux, expliquant qu'elle aime simplement se détendre dans une grande baignoire. Mais le commentaire met clairement Red mal à l'aise. Il suggère rapidement qu'ils aillent au sauna public local pendant leur jour de congé, et elle accepte volontiers. Au sauna, Red se retrouve dans un concours d'endurance inutile, avec le gobelin et le charpentier, Gondsin. Alors que les hommes transpirent ensemble comme des Marines, il commence à taquiner Red à propos de sa relation avec Risley. Mais étant le gentleman qu'il est, Red leur dit de s'occuper de leurs affaires. Tout le monde est fatigué de la vapeur chaude, mais personne ne veut abandonner. Alors, pour mettre fin à ce stupide concours, Red se lève et augmente la vapeur, ce qui fait s'évanouir Gonsin presque instantanément. Immédiatement, il le traîne dehors, où sa sœur, Nao, le gronde pour s'être surmené. D'un autre côté, le propriétaire du sauna, un homme nommé Newman, se plaint de perdre des clients depuis qu'un nouveau bain public plus chic a ouvert. Nao s'énerve contre lui pour avoir abandonné si facilement et déclare qu'elle continuera à venir tant qu'il servira des boissons. Voyant qu'il perd le moral, tout le monde se lève et commande des boissons à Newman, espérant motiver son vieux derrière déprimé. Même après une énorme chope de bière, Nao et le gobelin en demandent plus.
Plus tard, de retour à la pharmacie, Nao et Rizlet réfléchissent à des moyens d'aider Newman à sauver son Sona. Ils pensent à des moyens de réduire les coûts et d'attirer plus de clients, mais toutes les idées semblent sortir de leur trou de balle japonais. Pendant ce temps, Red leur sert du thé aux herbes pour aider avec leurs idées stupides et soudain, il a une idée. Il rend visite à Newman le lendemain et lui propose un sac d'herbes spécial, expliquant un nouveau service qu'il peut offrir, la thérapie par la vapeur. Il explique que c'est une technique utilisée par les elfes sauvages où ils se baignent dans la vapeur d'herbe pour soulager la fatigue. Newman n'est pas sûr que cette idée stupide attirera plus de clients. Cependant, Red propose de fournir un approvisionnement régulier de ces sacs d'herbes à un prix réduit. Reconnaissant pour l'aide, Newman accepte de maintenir son entreprise en activité et décide d'intégrer cette idée dans son entreprise de sauna. Il offre même à Red et à ses amis un accès gratuit à vie pour utiliser son sauna afin de regarder secrètement leurs zizi et leur ping-pong. Après avoir conclu l'affaire, Red entre dans le sauna pour célébrer sa victoire commerciale. Mais juste à ce moment-là, Nao et Rizlet entrent du côté des hommes du sauna avec leur énorme bulldozer. Red essaie de sortir rapidement et s'enroule dans une serviette, mais Rizlet le supplie et le fait rester. Sans autre option, il accepte de profiter du sauna avec les dames. Alors qu'ils sont tous assis ensemble, Nao dit à Rizlet qu'elle a été intelligente de choisir Red plutôt que les autres hommes inutiles du village. Les deux femmes commencent alors à s'extasier sur combien Red est serviable, talentueux et fiable, accumulant les compliments jusqu'à ce qu'il soit tellement embarrassé qu'il perd connaissance. Grâce à l'idée de Red, le sauna de Newman redevient populaire alors que la boutique se remplit de clients. Alors qu'ils rentrent tous chez eux, Rizlet dit à Red qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'une vie tranquille à Zoltan puisse être si épanouissante. Elle explique enfin pourquoi elle voulait boire du vin plus tôt. Dans son pays, c'est une tradition pour les couples de boire du vin ensemble, avant de se réarranger les entrailles. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, le groupe des héros se désintègre. Harry s'est agacé que deux personnes doivent maintenant quitter le groupe depuis que Gideon a été banni. La nouvelle assassin, Tass, s'assoit à côté de Theodora, qui lui demande si elle est déçue par sa nouvelle équipe. Tass donne une réponse évasive, disant qu'elle est d'accord avec ce que le groupe décide. Theodora soupire et dit que leur groupe n'avait jamais eu ce genre de conflit jusqu'à ce que Gideon parte. Elle admet qu'elle ne comprend pas pourquoi il a été expulsé et souhaite ouvertement qu'il revienne. Le lendemain, alors que Red travaille à sa pharmacie, un fonctionnaire à l'air guindé de la guilde des aventuriers nommé Galantine se présente avec ses sbires. Il exige de parler immédiatement à Rizlet, mais Red, étant un idiot professionnel, leur dit d'attendre l'ouverture de la pharmacie. Cependant, Galantine insiste sur le fait que c'est urgent et menace même Red à demi-mot. Mais en voyant sa personnalité vraiment aimante, Galantine décide d'attendre un peu plus longtemps. D'un autre côté, Rizlet dit à Red de faire attendre Galantine et ses sbires pendant des heures, comme si elle faisait une blague à ses amis sur TikTok. Alors que Galantine fulmine à l'extérieur, un personnage louche de la guilde des voleurs se faufile dans la boutique. Il propose à Red une pièce elfique précieuse, une petite fortune en échange de la libération de Rizlet. Red se moque de l'offre, disant au type que Rizlet n'a pas de prix et que 1000 pièces ne suffiraient pas. Le voleur semble respecter sa sincérité, mais laisse l'offre sur la table au cas où Red changerait d'avis. Dehors, Rizlet rejette également les offres de Galantine. Les sbires essaient de lui offrir jusqu'à $1 milliard, mais elle leur dit qu'elle a signé un contrat à vie avec Red. Rizlet les avertit également que s'ils essaient de chasser Red de la ville, elle partira avec lui. En entendant tout cela, Red est aux anges et l'invite à se rapprocher de lui. Il sort alors un bracelet en ambre et le lui donne, le qualifiant d'acompte sur son emploi à vie. Rizlet le taquine en disant qu'un cadeau comme ça pourrait lui donner une mauvaise idée, ce qui le fait rougir et balbutier qu'il peut lui en acheter un autre. Cependant, Rizlet sourit simplement et lui dit que n'importe quel cadeau de sa part lui convient tant qu'il continue à la combler dans son lit. Pendant ce temps, dans une arrière-salle sombre, deux membres de la guilde discutent de la façon dont Rizlet est devenue une carte maîtresse. Ils décident qu'ils doivent la surveiller de près, craignant ce qu'elle pourrait faire maintenant qu'elle n'est plus sous leur contrôle. Comme Rizlet était une aventurière qui participait à des expéditions, sa retraite en tant qu'assistante de Red provoque la panique parmi ses anciens collègues. La créature verte louche est furieuse que même la guilde des voleurs n'ait pas pu convaincre Rizlet et mâche des bonbons pour jouer le méchant. Plus tard, Rizlet se retrouve à penser qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir vivre une vie simple et heureuse comme celle-ci avec Red. Son esprit revient à leur période chaotique au sein du parti des héros. La scène revient à une situation désespérée dans son pays natal, Logarvia, qui était en train d'être détruit par l'armée du Seigneur Démon. Leur seul espoir était d'obtenir de l'aide de la ville voisine, mais pour cela, ils devaient traverser un territoire contrôlé par les démons avec rien d'autre que des tongs. Cependant, Gideon a proposé un plan risqué, traverser la forêt envoûtante, un endroit si dangereux que même les démons l'évitaient. Leur premier arrêt fut un village à la lisière de la forêt, où ils rencontrèrent une elfe nommée Yarandrella, qui avait la bénédiction unique de pouvoir parler aux plantes. Elle expliqua que la magie des bois n'affectait pas les gens de son village, et qu'elle pouvait s'y orienter simplement en écoutant les arbres. Gideon lui fit entièrement confiance simplement en regardant ses melons juteux, faisant d'elle la clé de toute leur stratégie. Pendant que le groupe de Gideon se préparait à entrer dans les bois, Danon et Theodora restèrent pour protéger le village. Pendant ce temps, Harris décide d'engager des mercenaires louches pour recueillir des informations, une décision si stupide qu'elle est pratiquement assurée de se retourner contre lui. Alors qu'il traverse les bois, Rizlet devient immédiatement jalouse en voyant Gideon et Yarandrella travailler si étroitement ensemble, bien qu'elle essaie de faire comme si cela ne la dérangeait pas. Voyant sa sauce dégouliner dans les bois, Ruti lui lance un regard mort. Yarandrella, qui est bien plus perspicace qu'elle n'en a l'air, s'approche de Rizlet et lui propose d'aller se baigner dans une rivière proche pour se rafraîchir. Rizlet hésite au début, mais elle finit par accepter d'éponger toute la sauce qui a coulé sur ses cuisses. Harris ne veut pas attendre, mais Gideon donne aux filles son feu vert pour flâner un moment. Alors qu'elles nagent avec leur réservoir de lait dans l'eau,
Yarandrella va droit au but, demandant à Risley si elle aime Gideon. Elle lui dit que le béguin est douloureusement évident et que Gideon l'aime probablement aussi. Elle conseille le Risley d'être plus joueuse et honnête au lieu de se mettre en colère par embarras tout le temps. Risley demande si Yarandrella a des sentiments pour lui, mais l'elfe le nie, disant qu'elle ne peut pas être satisfaite avec des saucisses humaines puisqu'elles ne peuvent pas durer longtemps. Elle considère Gideon comme un ami proche et souhaite qu'il puisse vivre une vie simple pour lui-même, car il se pousse toujours à bout pour le groupe. Juste au moment où ils s'apprêtent à poursuivre leur voyage, ils sont pris en embuscade par des éclaireurs démons. Il s'avère que les mercenaires qu'Aris a engagés étaient des agents doubles qui les ont trahis. Cependant, Gideon ne panique pas et élabore rapidement un nouveau plan. Lui et Urandrala feront diversion tandis que Risley et Ruti perceront les lignes ennemies. Comme prévu, l'équipe se met en formation et charge directement en territoire ennemi. La bataille commence et le plan fonctionne parfaitement, principalement parce que Ruti passe en mode Peter Thiel et massacre chaque éclaireur démoniaque sur leur chemin. Lorsqu'ils se regroupent, Ruti étreint son frère, s'excusant de l'avoir mis en danger. Après avoir obtenu de l'aide pour son royaume, Risley a décidé de rester à Logarvia pour aider à reconstruire sa nation, ne voulant pas gêner Gideon et sa sœur. De retour au présent, Risley se sent reconnaissante que le destin les ait réunis. Alors qu'elle s'apprête à faire une livraison, un aventurier l'aborde, menaçant de dire à tout le royaume que leur précieuse princesse renifle l'entrejambe d'un type quelconque. Risley se moque éperdument de ces menaces. Elle lui dit qu'elle préfère cette vie et s'éloigne, le laissant sans voix. Loin de là, Ruti est bien éveillée dans sa tente, incapable de dormir. Elle repense au jour où elle a découvert que son frère avait quitté son équipe. Aris lui avait menti en face, prétendant que Gideon était parti de son propre chef. La bénédiction divine de Ruti, qui apparemment inclut un détecteur de mensonges intégré, s'est détraquée. Elle a perçu sa tromperie et l'a attaqué instinctivement, un éclair de sa véritable puissance terrifiante perçant son calme extérieur. Cependant, Ruti s'est ressaisie un instant plus tard et l'a guéri, mais le mal était déjà fait. Depuis que son frère est parti, elle ressent un énorme vide dans sa vie, et les mensonges d'Aris n'ont fait que l'agrandir. Le lendemain, Red effectue une livraison pour le Dr Newman, car son entreprise génère maintenant des millions de dollars. Juste à ce moment-là, un vacarme à l'extérieur attire leur attention. Ils se précipitent dehors pour trouver un homme effondré chez lui. Son rythme cardiaque est dangereusement élevé. Red, s'appuyant sur ses compétences en premier secours acquises de Timu, prépare immédiatement un antidote, un geste qui surprend également le docteur. Red explique au docteur son talent extraordinaire qui lui permet de traiter les symptômes, même sans connaître la cause. Après avoir stabilisé l'homme, le docteur Newman révèle qu'il est victime d'une overdose de stupéfiants, la même nouvelle poudre récemment approuvée par le conseil. Il avertit Red que d'autres cas comme celui-ci sont susceptibles de se produire, et lui demande d'acheter toutes les actions de l'entreprise qui produit ces stupéfiants. Quand Red rentre tard à la maison, Risley le gronde pour être un partenaire égoïste, mais il arrange rapidement les choses en lui préparant le déjeuner. Pendant qu'ils dînent ensemble, il lui parle de la victime de l'overdose, et elle conclut immédiatement que le narcotique est dangereux. Cependant, Red insiste sur le fait que ce n'est pas leur rôle de jouer les détectives et de traquer le dealer. Pour lui changer les idées, il propose qu'ils prennent un jour de congé et aillent à la rivière pour se détendre. Ils prennent deux créatures ressemblant à des dragons et partent pour une balade dans le ciel. Cependant, ils finissent par passer leur journée à nager et à manger du barbecue. Risley amplifie la situation en enlevant son chemisier devant ce type et en le forçant à entrer dans l'eau avec elle. Leurs interactions sont remplies d'une tension maladroite qui n'était pas là auparavant. Malgré cela, ils finissent par rire de leur propre maladresse et Red souligne l'ironie de sa timidité actuelle, étant donné à quel point elle était audacieuse lorsqu'ils se sont retrouvés. Mais regardez simplement ce corps incroyable. N'importe qui serait maladroit autour de ces récipients de lait. Risley admet qu'elle a toujours secrètement eu peur qu'il la rejette. Rassurée par son sourire, elle se penche et l'embrasse directement sur les lèvres, lui disant qu'elle veut sentir sa viande à l'intérieur de son corps. À des kilomètres de là, le groupe des héros avance péniblement à travers un vaste désert. Aris révèle que l'arme ancienne qu'il recherche est cachée dans de vieilles ruines à proximité. Alors que le groupe se prépare pour le voyage, l'assassin Tis collecte de l'eau pour ses amis. Juste à ce moment-là, Ruti s'approche pour boire de l'eau. Tis demande à la héroïne si elle dort jamais, mentionnant qu'elle la voit toujours éveillée la nuit. Cependant, Ruti explique que sa bénédiction de héros efface son besoin de dormir et de manger, et supprime ses émotions et sensations physiques. Comme par hasard, une puissante tempête de sable se lève dans le désert, mais Ruti reste totalement impassible comme les héros palestiniens, car le vent et le sable n'ont aucun effet sur elle. De retour à Zoltan, Red et Risley sont de retour au travail. Risley ne peut s'empêcher de penser aux nouveaux stupéfiants. Elle affirme que quelqu'un dans le village lui a dit que la poudre donne aux utilisateurs l'impression d'être une personne complètement nouvelle. Red écoute calmement cette beauté parler, mais leur conversation est interrompue lorsqu'un homme blessé entre en titubant dans la pharmacie en suppliant de l'aide. Tandis que Red intervient pour aider l'homme blessé, Risley se précipite dehors pour voir ce qui s'est passé. Elle trouve bientôt un membre de la guilde des voleurs sous l'emprise de la poudre en train d'attaquer des civils dans la rue. L'homme, agissant comme un véritable psychopathe, attaque Risley tandis que plusieurs de ses camarades l'entourent, coupant complètement sa fuite. Cependant, elle les repousse facilement, portant ses énormes seins. Mais avant qu'elle ne puisse terminer le combat, Albert apparaît et tire sur tous les attaquants avec son arbalète, en éliminant la plupart en quelques secondes. Risley demande avec colère pourquoi il les a exterminés, mais Albert se moque d'elle, lui disant de sauver ceux qui respirent encore. Il la nargue ensuite pour ne pas avoir amené son fiancé. Enragé par ce commentaire sarcastique, Risley lève ses armes, mais les abaisse ensuite, expliquant que c'est un petit rituel qu'elle fait pour réprimer l'envie de sa bénédiction de combattante. Plus tard, Risley retourne à la pharmacie et s'allonge sur l'instrument biologique pulsant de Red. Elle partage l'histoire de ce qui s'est passé plus tôt avec les voyous, mais Red continue de l'écouter. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle veut faire à ce sujet, Risley dit simplement qu'elle veut continuer à renifler le muscle émanant de son entrejambe. Juste
Juste à ce moment-là, Tanta et Al passent et ils invitent l'un de ces garçons à déjeuner. Al parle de son anxiété, ressentant que sa bénédiction de maître d'armes est une malédiction. Red suggère que c'est parce qu'il n'a pas encore choisi une arme à maîtriser. Rislet explique que sans maîtriser une compétence, son anxiété ne disparaîtra probablement jamais, ce qui déçoit le garçon. Après mûre réflexion, Al dit qu'il veut juste aider son père avec son travail de transport de marchandises. Alors Red suggère qu'il pourrait maîtriser l'utilisation d'un ruban pour couvrir son derrière, afin de prévenir les traumatismes infantiles à l'avenir. Les garçons partent et une femme nommée Ria du groupe d'Albert visite la boutique pour s'excuser de son comportement. Risley est immédiatement hostile envers elle, mais Ria explique qu'Albert accepte trop de quêtes de guilde pour compenser un été paresseux et qu'il s'épuise. Sa bénédiction de champion l'incite à accomplir de grands exploits, mais comme il n'a jamais pleinement maîtrisé ses pouvoirs, il s'est retrouvé coincé à Zoltan, un endroit qu'il déteste secrètement. En entendant cela, Red la rassure en disant qu'Albert ne quittera pas le groupe parce qu'un perdant ne s'améliore jamais. Il pourrit simplement dans son lit en regardant des résumés d'animes. Dans un bar lointain, le combattant Dana noie ses frustrations dans l'alcool lorsqu'un étranger l'aborde, lui proposant de l'aider à trouver Gideon. De retour à Zoltan, une tempête se prépare dehors tandis que Red prépare une boisson chaude au miel et au lait, une friandise qu'il faisait pour sa sœur. Lorsqu'il mentionne Ruti, Rislet se demande ce que fait le héros de nos jours. Cette question plonge Red dans un flashback de leur enfance. Un jeune Red voit d'autres enfants s'accrocher à leur mère pendant un orage. Immédiatement, il va vers Ruti, prétendant avoir peur du tonnerre juste pour pouvoir lui tenir la main. Ruti lui dit qu'elle l'aime, et il le lui rend. Lorsqu'elle demande s'il restera avec elle pour toujours, Red explique qu'il doit quitter le village pour devenir chevalier, afin de pouvoir partir à l'aventure avec elle. Cependant, il promet de lui rendre visite pendant ses jours de congé, et Ruti lui demande de lui apporter du lait chaud et du miel du champ de bataille. Malheureusement, le souvenir est brisé par un coup frénétique à la porte. Red l'ouvre pour trouver un Dr Newman totalement inutile qui porte un Al inconscient dans ses bras au lieu de lui sauver la vie. Alors qu'une tempête tropicale se développe à l'extérieur, Al est emmené à l'intérieur pour un traitement médical. Les blessures de l'enfant sont graves, remplies de fragments de pierre, et Red se demande ce qu'il faisait dehors dans une tempête comme un homme de Floride. Juste au moment où ils réfléchissent, Al se réveille en panique tandis que 3 adultes le regardent fixement. Le gamin révèle qu'Ademi, le bagarreur, est devenu complètement fou et les a attaqués, lui et ses parents, avec une hache, provoquant la panique partout. Immédiatement, il se précipite chez Al pour trouver ses parents inconscients. Mais, heureusement, ils sont encore en vie. Red sait que c'est une mauvaise nouvelle parce que le père d'Ademi, Mulan, est le capitaine de la garde de la ville et que cette attaque va semer le chaos dans toute la ville. Bien sûr, ce gamin Ademi disparaît, et les gens de la ville deviennent fous comme lors des manifestations de la génération Z au Népal. Ils réclament justice contre une attaque aussi odieuse, mais la garde de la ville dirigée par le propre père de l'attaquant, Mulan, est étrangement lente à réagir. Ce ressentiment était prêt à éclater en manifestations violentes à tout moment. Pendant ce temps, les parents d'Al deviennent un symbole de rébellion pour les habitants en colère. Avec eux à l'infirmerie, Al est confié aux soins de Red et Rislet. Pendant le petit déjeuner, l'enfant, désormais orphelin depuis une semaine, demande à Rislet de lui apprendre à manier une épée. Elle accepte et ils commencent à s'entraîner dehors. Le garçon se précipite vers ces énormes Jigglypuff, mais le petit n'a aucune chance de la toucher. Les voyant s'entraîner comme des professionnels, Red loue les compétences pédagogiques de Rislet, mais elle dit humblement que c'est la bénédiction de maître d'armes d'Al qui fait tout le travail. Elle s'inquiète de ne pas être une bonne enseignante dans les jours à venir, mais Red lui donne un discours d'encouragement ringard en lui assurant qu'elle fera du bon travail. Ils éclatent finalement de rire et Risley glisse sa main sur celle de Red pour ériger son mât de drapeau. Cependant, leur séance d'entraînement est interrompue lorsque Nao et Gonz font irruption en panique. Ils leur disent que la garde de la ville vient d'arriver chez eux et a emmené Tanta alors qu'il jouait avec son petit ami biologique. Voyant cela, Red et Risley se rendent à la guilde des aventuriers et demandent de l'aide à Galantine. L'homme accepte de mettre en place une enquête conjointe, principalement parce que cela met Risley en dette envers lui et qu'il peut secouer ses melons la nuit. Il leur donne une lettre à remettre au capitaine Mulan, qui apparemment lui doit une faveur. Ils arrivent ensuite au quartier général de la garde où les gardes essaient de les arrêter. Mais lorsque Red leur montre la lettre, ils rencontrent le capitaine Mulan en personne. Immédiatement, Tanta est réuni avec ses parents et ils sont presque en larmes. Mulan affirme qu'il voulait seulement interroger Tanta et n'avait aucune idée que ses sbires attacheraient l'enfant. Alors il libère rapidement le petit enfant et s'excuse. Mais Red exige de savoir s'il est aussi sur la liste d'Epstein. Mulan explique que la ville est au bord d'une émeute. Les gens sont tellement en colère qu'ils commencent à croire qu'Ademi n'a même pas attaqué la famille d'Al et que c'était une sorte de conspiration. Al insiste qu'il a vu Ademi, mais Mulan dit que les faits sont confus. Tanta défend même Ademi, disant que le bagarreur s'est excusé après leur premier combat et lui a dit que son rêve était de rejoindre la garde de la ville pour protéger les gens, pas pour leur faire du mal. En entendant cela, Mulan demande à parler seul avec Red et Risley et les supplie de l'aider. Lorsque Red demande si Ademi utilisait le nouveau narcotique, Mulan le nie, disant qu'il a appris à son fils à éviter ces choses-là. Cependant, Red souligne les similitudes entre cette attaque et celles causées par les utilisateurs de narcotiques. Agissant comme un loyaliste de Donald Trump, Mulan dit qu'il n'y a aucun moyen de le prouver car personne à Zoltan n'a la compétence d'évaluation. Plus tard, alors qu'Al est seul à la pharmacie, un homme étrange lui rend visite. Quand Red revient, il trouve le gamin secoué. Il propose de former Al pendant que Rislet s'occupe des affaires pour Galantine. Après qu'ils aient terminé, Al demande à Red pourquoi il n'est qu'un aventurier de Randé alors qu'il est si doué. Red lui dit qu'être bon dans quelque chose ne signifie pas que tu dois abandonner le grand sombre dé.
Au fil du temps, il est heureux de voir Hal accepter enfin sa bénédiction. Le gamin avoue ensuite que l'homme étrange lui a donné une nouvelle épée, lui disant qu'elle venait de quelqu'un lié à Big Hawk, le chef de la guilde des voleurs. L'homme lui a dit qu'avec cette épée, il pourrait devenir un champion comme Rislet. Red, se souvenant des conseils de Theodora, dit à Hal de parler à sa nouvelle arme et de lui demander si elle veut abattre des ennemis ou protéger des gens. Pendant ce temps, Rislet traque un suspect de trafic de stupéfiants. Juste au moment où elle est sur le point de l'attraper, l'homme explose spontanément. Avant qu'elle ne puisse réagir, d'autres voyous surgissent de l'ombre pour l'attaquer. Soudain, une silhouette encapuchonnée intervient et lui sauve la vie. L'homme se révèle être Danan, le combattant du groupe des héros. Il explique qu'il cherche Gideon, mais après avoir vu qu'il avait une fille avec d'énormes raquettes, il a décidé de le laisser tranquille. Danan révèle alors un problème bien plus grave. Les hommes qui l'ont attaqué n'étaient là pas seulement des voyous, c'étaient des démons traqueurs. Il propose d'échanger des informations avec elle, et Rislet accepte et rentre chez elle. Pendant ce temps, Danan la regarde partir avec un air sinistre sur le visage, comme s'il venait de faire dans son pantalon. Quand Rislet revient à la boutique, elle saute immédiatement sur les genoux de son papa. Pendant qu'ils discutent, Red lui parle de la nouvelle épée d'Hal. Étant d'experte en magie, elle détecte immédiatement un sort de localisation sur la lame. Non seulement quelqu'un a donné une arme à un enfant, mais il veut aussi suivre chacun de ses mouvements. Accablée par les événements de la journée, Rislet étreint Red, se demandant combien de temps leur vie paisible peut durer. Elle frotte ses atouts contre son corps et finit par créer une autre épée dans son pantalon. Le lendemain, Red entend des protestations à l'extérieur et découvre que Big Hawk a payé des gens pour émeuter, une astuce astucieuse pour distraire la garde de la ville. La politique a maintenant infiltré notre fichu anime aussi, Chad. Loin de là, le groupe des héros combat un démon massif dans d'anciennes ruines. Ruti ordonne à Tis de trouver l'arme pendant qu'il s'occupe du monstre, qu'elle vainque ensuite facilement. Elle se tourne vers Ares et lui dit franchement que, bien qu'elle ait l'habitude de couvrir son frère, elle ne fera pas de même pour lui, puisqu'il devrait être capable de se protéger lui-même. Ares se souvient silencieusement à quel point il était plus facile de lancer les sorts avec Gideon, mais il chasse cette pensée. Pendant ce temps, Tis revient après avoir trouvé leur prix, le vaisseau personnel de l'ancien seigneur démon. Alors qu'il monte d'abord, Tis demande à Ruti s'il y a un endroit où elle veut aller. Ruti admet poliment qu'il y a un endroit spécial, mais dit qu'elle doit d'abord terminer son devoir en tant que héros. Cette nuit-là, Red et Rislet inaugurent enfin leur nouveau lit double. Avec une saucisse dressée, Red invite sa copine à lui faire une gâterie, et elle s'approche lentement de lui. Elle déboutonne sa chemise et Red libère aussi ses melons moelleux. Mais Rislet devient paranoïaque à propos de la pénétration, puisqu'il y a un enfant qui dort dans la pièce d'à côté. Alors, les deux décident de dormir sans offrir d'action aux spectateurs. Le lendemain matin, Rislet enfile un sweat à capuche et sort pour attirer les voyous. Armée de l'épée piégée d'Hal, qui porte un sort de localisation, elle attire avec succès les hommes de Big Hawk dans un combat. Alors qu'ils se précipitent vers elle, Rislet les combat avec un sourire sur le visage. Cependant, elle remarque quelque chose d'étrange. Ce ne sont pas de simples voyous, ce sont des démons à hache. Pendant ce temps, le type louche qui a donné l'épée à Hal se présente à nouveau à la pharmacie. Il enlève le petit garçon et l'emmène directement à Big Hawk, qui prévoit de transformer l'enfant en marionnette politique comme Joe Rogan et ses amis, le héros des habitants mécontents de Southmarsh. Big Hawk se présente à Hal, monologuant sur la façon dont il a acquis son pouvoir en exterminant quiconque se mettait en travers de son chemin. Maintenant, il veut encore plus de pouvoir. C'est pourquoi il a créé le narcotique qui se répand à Zoltan. Cette boue verte infectée révèle que le nom du narcotique est Bénédiction du Diable, un méchant mélange fait à partir des cœurs de 50 démons à hache. Il explique qu'une seule bénédiction aléatoire à la naissance peut ruiner la vie d'une personne, mais avec la bénédiction du diable, ils peuvent avoir une seconde chance. Le plan maître de Big Hawk est d'utiliser Hal pour gagner la foule en colère et devenir le leader de facto de la ville. Pour commencer, il fait venir Ademi qui admet avoir pris la poudre pour devenir plus fort. Dehors, la foule est déjà excitée et prête pour la bataille. Juste au moment où deux idiots au hasard se lancent dans une bagarre sans signification, Big Hawk traîne Hal devant eux. Tout le monde est ravi de voir le petit enfant sain et sauf, mais Big Hawk finit par faire un grand discours sur les injustices qu'ils subissent en tant qu'étrangers à Zoltan. Il évoque l'attaque contre la famille d'Hal et dit qu'Ademi n'a pas été puni parce que son père est le capitaine de la garde. Il pousse Ademi en avant et encourage Hal à se venger sur le champ, lui disant d'être l'étincelle qui brûlera l'ancien Zoltan. Cependant, l'enfant hésite à attaquer son ami, réalisant qu'il n'est pas dans un métro de New York. Voyant cela, Big Hawk essaie de le manipuler, disant que bien qu'il ait donné les stupéfiants à Ademi, le gamin a essayé de tuer les parents d'Hal de son propre gré. Il ajoute que puisque Ademi a maintenant 2 bénédictions, l'éliminer rendra Hal incroyablement puissant. Sans hésiter, Hal prend l'épée, mais au lieu de frapper Ademi, il coupe les cordes qui le lient, déclarant que son arme ne veut pas qu'il commette un crime. Big Hawk est furieux de cela, alors maintenant il offre une hache à Ademi, sachant que la bénédiction du diable déclenchera une envie meurtrière. Mais avant qu'Ademi puisse la saisir, une silhouette encapuchonnée le désarme en un éclair. L'homme se révèle être Red. Il attrape Hal et Ademi et les emmène dans un endroit sûr, tandis que le démon vert hurle de colère. Il donne ensuite à Ademi un médicament pour supprimer les effets des narcotiques. À ce moment-là, un complice nommé Bui les rejoint et emmène les enfants dans le cadre de leur plan. Maintenant que les enfants sont en sécurité, Red confronte Big Hawk et ses hommes. Albert, maintenant au service du gobelin, se précipite sur lui comme Marco Rubio lors des primaires républicaines. Mais Red dévie son attaque sans effort, révélant qu'il cachait sa véritable force depuis le début. Red demande à Big Hawk ce qu'il est vraiment, et le gobelin avoue qu'il est en réalité un démon nommé Belial, qui a possédé le vrai Big Hawk. Red se contente de ricaner, disant au démon qu'il aura du mal à prendre le contrôle d'une ville paresseuse comme Zoltan.
Le démon est d'accord, c'est pourquoi il a recruté Albert, un autre étranger frustré, avec de la noirceur dans le cœur et des cacahuètes dans les poches. Albert exprime sa frustration face à la vie au rythme lent de Zoltan, disant qu'il préférerait mourir plutôt que d'être un inconnu. Il admet avoir conclu un pacte avec un démon, mais affirme qu'il n'est pas mauvais. Red souligne que ses actions ont déjà causé la mort de personnes. Albert appelle cela un sacrifice nécessaire pour atteindre son objectif, unir Zoltan, en faire une puissance militaire et rejoindre la lutte contre le Seigneur démon. Il demande à Red de le rejoindre, disant qu'il a ce qu'il faut pour être un héros. À ce moment-là, la garde de la ville les entoure. Red dit à Albert qu'il n'est qu'un propriétaire de pharmacie et que l'arrêter est le travail des gardes. Cependant, Albert refuse de tomber en tant que criminel et demande à Red une mort héroïque, puis se précipite sur lui. Avec un mouvement fluide, Red esquive le coup et lui tranche proprement la main, lui disant qu'il a le potentiel pour être le sauveur de Zoltan, mais qu'il est paralysé par son obsession d'être un héros. Pendant ce temps, Big Hawk utilise la magie pour faire léviter Al et Adeimi au-dessus de la foule. Al annonce à tout le monde qu'il pardonne Adeimi et veut redevenir ami. En entendant cela, la foule en colère perd toute raison de se battre et commence à rentrer chez elle. Plus tard dans la nuit, Red et Rizlet se détendent enfin dans leur nouvelle baignoire extra large. Rizlet demande pourquoi il n'a pas rejoint Albert quand il avait la chance de rejoindre la cause des héros. Tandis que le bout de Rizlet se durcit et que le mât de Red se dresse, ils commencent à discuter. À ce moment-là, il tire la fille près de lui et lui dit que tout ce qu'il veut, c'est être avec elle parce qu'il aime la couleur de son sillon entre ses jambes, ce qui la fait rougir. Ailleurs, l'homme nommé Big Hawk rend visite au vrai Big Hawk, mais le gobelin le reconnaît comme le général démon Shisandan. Shisandan avertit l'autre démon, Belial, des dangers de vendre la bénédiction du diable aux humains. Belial affirme qu'il l'a fait pour ruiner les plans du Seigneur démon, puis révoque son contrat avec Big Hawk. Il téléporte le démon dans la cellule de prison d'Albert, où les deux commencent à se quereller. Mais en quelques minutes, le démon forge un nouveau contrat avec Albert et parvient à s'échapper de la cellule en utilisant une sorte de magie noire. Le lendemain, Al part pour sa première véritable aventure avec ses professeurs. Red le regarde partir, se demandant si son derrière sera en sécurité avec ses professeurs. De retour au camp des héros, Ares fait une crise totale comme l'avocat d'Andrew Tate en regardant Ruthie partir avec Tease dans le dirigeable. Theodora lui dit froidement que le héros peut très bien se débrouiller sans lui. Elle entre ensuite dans la tente de Ruthie et découvre qu'elle a laissé son vibromasseur, un signe clair qu'elle part hors réseau. De retour à Zoltan, le général démon Shisandan, toujours déguisé en l'aventurier serviable Big Hawk, rapporte l'achèvement de ses quêtes à Maigria à la guilde. Ses bonnes actions le qualifient officiellement comme aventurier de rang B, et il continue de prétendre aider la ville en enquêtant sur l'affaire des narcotiques Devil's Blessing, jouant sur le long terme comme Elon Musk. Pendant ce temps, Ruthie et Tis sont en route pour Zoltan. Le but de Ruthie est de trouver un alchimiste pour créer plus de narcotiques de la bénédiction du diable. Il est révélé qu'elle a rencontré le faux Big Hawk, qui a gémi devant elle et a donné tous les détails. Sans y réfléchir à deux fois, elle a englouti la poudre comme des bonbons, rendant même le démon paranoïaque. En conséquence, Ruthie découvre que ces narcotiques sont la seule chose qui peut supprimer sa bénédiction de héros et lui permettre de ressentir des émotions humaines normales. Elle dit à Tis qu'une fois arrivée, elle doit être traitée comme une roturière, une demande qui rend la stoïque assassin nerveuse. À la pharmacie, les affaires sont lentes et Red s'ennuie à mourir. Il essaie de trouver un nouveau produit à succès pour attirer les clients pendant le froid. Risley mentionne que dans son pays, les gens utilisent des chauffe-mains spéciaux, ce qui donne à Red une idée brillante. Il se met au travail pour développer sa propre version avec une formule à base de plantes uniques. Il distribue des échantillons dans toute la ville. Il propose même le produit non réglementé au foutu docteur, et avant qu'il ne s'en rende compte, c'est un succès instantané. Mais dans sa précipitation, l'idiot a oublié d'en garder un pour lui. Sur le chemin du retour vers le magasin, se gelant les fesses, il tombe sur sa copine, Risley. Elle le taquine pour son oubli, et partage le chauffe-main qu'elle a gardé pour lui. Alors que la neige commence à tomber sur ce couple espiègle, ils se blottissent sur un banc à proximité. Elle demande à Red pourquoi il continue de la regarder au lieu de profiter de la neige. Comme un vrai romantique, il lui dit que c'est la première fois qu'il la voit sous la neige. Et les deux continuent de flirter avant de s'embrasser, pensant que personne n'est là. Ailleurs en ville, Ruthie et Tis se changent en vêtements de roturier pour se fondre dans la masse. Elles conviennent de ne pas utiliser leur vrai nom pour éviter d'attirer l'attention. Cependant, leur brillant plan rencontre immédiatement un obstacle à un pont où un chevalier idiot nommé Otto bloque le passage, exigeant un péage de 100 $ de tous ceux qui veulent traverser. Ruthie, avec ses émotions maintenant déchaînées grâce à la poudre qu'elle a engloutie, n'hésite même pas. Elle attrape le chevalier et le jette dans la rivière glacée en dessous comme un frisbee. Tis est horrifié, craignant que son comportement impulsif ne compromette leur couverture. Un peu plus tard, Red traverse le même pont et trouve Otto nu, essayant de lui soutirer de l'argent pour acheter de nouveaux vêtements et une armure. L'homme exhibe ses abdominaux et menace de le réduire en bouillie. Cependant, il rejette Otto dans la rivière sans prononcer un mot. La tournée chaotique de Ruthie à Zoltan continue alors qu'elle traîne un monstre abattu jusqu'à la porte de Laval, annonçant qu'il aurait causé des problèmes plus tard. Tis est pratiquement en train de faire une crise de panique, stressé par le fait que les actions de Ruthie les font se démarquer. Plus tard, Red s'arrête à un stand de nourriture où il se retrouve par hasard à côté de Tess. Red, toujours l'analyste, étudie les manières de Tess. Il remarque ses armes dissimulées coûteuses et sa posture professionnelle et en déduit qu'elle doit être une assassin hautement entraînée de Russie. Tess, à son tour, analyse Red. Elle voit les cicatrices et les callosités sur ses mains et réalise qu'il est un guerrier chevronné qui a survécu à d'innombrables batailles au lycée. Les deux pros se regardent avec méfiance mais ne disent rien, prenant leur nourriture à emporter.
De retour à leur auberge, Tis avertit Ruti à propos de l'homme qu'elle a rencontré, lui disant qu'il est dangereux et pourrait leur causer des ennuis. Elle explique qu'il a remarqué son équipement dissimulé, ce qui signifie qu'il doit être l'un des meilleurs aventuriers de Zoltan. Un homme sans raison apparente de vivre dans une ville si tranquille, à moins qu'un ver ne lui ronge le cerveau de l'intérieur. Ruti suppose qu'elle parle de Big Hawk, le nouveau héros de Rambé, mais Tis dit que les apparences peuvent être trompeuses. Elle insiste sur le fait que l'homme avait la prestance d'un chevalier véritablement entraîné. Elle demande à Ruti s'il devrait travailler avec lui ou contre lui. En réponse, Ruti dit qu'ils ne peuvent pas travailler avec lui parce que l'alchimiste qu'elle cherche est actuellement enfermé dans la prison de Zoltan. Ruti, essayant de planifier une évasion, tente de penser comme son frère Gideon le ferait, souhaitant qu'il soit là pour l'aider. Au même moment, une fée fait irruption dans la pharmacie avec ses cuisses extraterrestres séduisantes et conduit d'urgence Red et Risley vers un patient malade, un puissant élémentaire d'eau. Red l'examine et détermine qu'elle est sous l'emprise d'une puissante malédiction qui draine son énergie spirituelle. Il lui donne des médicaments pour l'aider, et Risley émet l'hypothèse que la récente vague de froid en ville est probablement liée à la même malédiction. Plus tard, Ruti retrouve l'alchimiste, Godwin, dans sa cellule de prison et exige qu'il fabrique plus de bénédictions du diable pour elle. L'alchimiste est terrifié par le regard mort, dénué d'émotion, qu'elle lui lance et accepte de faire tout ce qu'elle veut. Après l'avoir libéré, Ruti voit qu'il a des blessures et demande à Tis de recommander une bonne pharmacie. Tis, se souvenant de la délicieuse nourriture du stand, lui parle du nouveau magasin populaire qui vend ses incroyables chauffe-mains Logervian. Maintenant, Ruti et Tis se dirigent vers la pharmacie. Quand Ruti passe la porte, elle et Red se regardent dans les yeux. Pendant un instant, ils sont tous les deux sous le choc, mais le choc de Ruti se transforme rapidement en un bonheur immense. Elle se précipite en avant et jette ses bras autour de son frère perdu depuis longtemps. Tout le monde dans la pièce est complètement stupéfait d'apprendre que le propriétaire de la pharmacie locale et le héros sont frères et sœurs. Tis, toujours professionnel, demande à Red s'il est d'accord pour laisser partir Godwin après avoir assisté à leur retrouvailles. Quand Red lui assure que le gars est digne de confiance, Tis se présente enfin. Red réalise rapidement que c'est la fille qui l'a remplacé à la fête. Quand elle lui demande s'il vit avec quelqu'un, il raconte à la fille tout sur Risley et son trou impeccable entre ses jambes. Red se tourne ensuite vers sa sœur, Ruti, et lui dit enfin la vraie raison de son départ, s'excusant d'avoir disparu sans un mot. Elle dit qu'elle comprend et propose immédiatement de s'occuper d'Aris pour qu'il puisse rejoindre le groupe, disant qu'il est incomplet sans lui. Cependant, Red refuse poliment. Il dit à sa sœur qu'il a trouvé une nouvelle vie avec une fille à la poitrine généreuse et une raison de rester à Zoltan. Étonnamment, Ruti accepte sa décision et déclare qu'elle va simplement déménager à Zoltan pour être avec lui. Comme par hasard, Risley revient avec des provisions et est complètement choqué de trouver le héros dans son salon. Red explique tout à sa chauffeuse de lit, et Ruti leur dit qu'elle le cherchait parce qu'ils ne peuvent pas vaincre le Seigneur Démon sans son aide. Risley, se sentant maintenant insécure, demande à Red ce qu'il va faire à propos de la situation avec le Seigneur Démon. Cependant, il la rassure en lui disant qu'il reste pour gérer la boutique avec elle, mais elle s'inquiète toujours qu'il abandonne sa sœur. Avec cela, Ruti se lève pour retourner à l'auberge pour la nuit. En tant que frère aimant, Red se lève aussi et promet qu'il sera toujours là pour elle. Sur le chemin du retour, Ruti ressent une douleur soudaine due à sa bénédiction. Elle réalise qu'elle a oublié de réprimer ses émotions lorsqu'elle était avec Red, et la soudaine montée de bonheur provoque un contre-coup. Elle prend rapidement une autre dose de la poudre de bénédiction du diable pour s'affaiblir. De retour à la pharmacie, Risley remet en question la décision de Red, insistant sur le fait que sa sœur a clairement besoin de lui. Cependant, il dit à sa copine principale qu'il y réfléchira comme un vrai mâle alpha. Pendant ce temps, à l'auberge, Godwin panique, disant à Tis qu'ils doivent quitter la ville immédiatement avant qu'il ne soit attrapé et exécuté. Tis transmet le message à Ruti, qui dit qu'elle reste une semaine de plus pour chercher des ruines elfiques avant de partir. Alors que Ruti s'approche d'elle, Tis ressent soudain une vague d'intimidation pure l'envahir, un aperçu du véritable pouvoir terrifiant du héros. Elle dégaine instinctivement son arme pour se défendre. Cependant, Ruti s'excuse immédiatement, disant qu'elle ne voulait pas faire de mal. Et Tis réalise qu'elle a réagi de manière excessive comme les détracteurs de Charlie Kirk. Elle commence à voir Ruti sous un nouveau jour. Une fille écrasée par l'immense responsabilité d'être le héros, isolée par son propre pouvoir et ses mauvaises compétences en communication. Pour briser la glace, Tis sort son araignée de compagnie pour que Ruti la touche, et les deux filles commencent enfin à devenir amies. Ailleurs en ville, Shisandan étudie une carte des ruines elfiques comme un nerd au chômage et vérifie un cristal magique, agacé de constater que la malédiction qu'il a placée sur l'élémentaire d'eau a été levée. Le lendemain, Ruti essaie d'aider à la pharmacie, mais son regard vide effraie tous les clients. Red lui suggère gentiment d'essayer de sourire davantage et propose de lui faire visiter la ville. Jouant son rôle, Tis propose de rester pour s'occuper de la boutique avec Risley. Finalement, les deux filles se dirigent vers le sauna, où le comportement excentrique de Ruti la rend rapidement célèbre dans la région. Plus tard, elle s'excuse auprès de Red d'attirer autant l'attention, mais il lui dit qu'il est fier de la présenter aux gens. Il lui frotte même la tête comme un chien sur le point de mourir, ce qui rend la petite fille vraiment heureuse. Loin de là, le reste du groupe de héros se dirige aussi vers Zoltan, guidé par nul autre que le rusé Albert. En signe de soutien, Théodora a proposé de lui acheter une main prothétique. Albert lui parle de l'homme qui lui a coupé la main, se demandant pourquoi quelqu'un d'aussi puissant refuserait d'être un champion. Cela amène Théodora à se demander si les gens doivent vraiment suivre le chemin que leurs bénédictions choisissent pour eux, une véritable crise existentielle. Pendant ce temps, Red prépare du miel et du lait et le sert aux filles dans sa maison. Pendant un moment, cela ressemble à une vraie famille heureuse. Juste à ce moment-là, les filles décident d'aller au sauna pour renforcer davantage leur lien familial. Au sauna, Ruti demande à prendre un bain avec Risley et Tis décide de les rejoindre, affirmant qu'elle aime garder des souvenirs de tous les endroits où elle s'est baignée.
Dans l'eau, Ruthie s'ouvre à Risley. Elle raconte un souvenir de son enfance lorsqu'elle essayait de protéger un autre enfant d'un ours-hibou. Même enfant, sa bénédiction l'obligeait à risquer sa vie pour les autres, même s'ils étaient généralement effrayés par elle. Dans ce moment de terreur, tout ce à quoi elle pouvait penser était son frère. Elle a crié son nom et Red est apparu instantanément, coupant l'ours-hibou en deux. Ruthie raconte à Risley comment son frère était toujours là pour elle, pleurant pour elle quand elle souffrait, et comment sa présence était la seule chose qui la rendait heureuse. Elle admet qu'à cause de sa bénédiction, elle n'apprécie plus des choses comme les bains ou la nourriture, mais elle se souvient encore de ce qu'elle ressentait autrefois. Elle regarde ensuite la poitrine de Risley avec envie, disant qu'elle aimerait pouvoir pleurer et rire librement. Finalement, le barrage cède, et Ruthie commence à pleurer comme une fille normale. Elle avoue qu'elle n'a jamais voulu être une héroïne. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était d'avoir des airbags brillants comme Risley. En voyant cela, Tess réalise que Ruthie s'accroche au passé, parce que sa bénédiction lui a volé son présent, et elle trouve une nouvelle détermination à l'aider. Le lendemain, Red remercie Tess d'être une bonne amie pour Ruthie, admettant qu'il est conscient des changements dangereux que sa sœur traverse à cause de sa bénédiction. Quand Tess explique qu'un démon contractuel est après sa sœur, tout le monde commence à paniquer. Red réalise qu'il doit parler à l'alchimiste, Godwin, pour en savoir plus sur les effets secondaires de la bénédiction du diable. Lorsqu'elle demande à Red s'il est en colère contre Ruthie pour avoir fait sortir Godwin de prison, il dit à cette pêche de fermer sa gueule, sinon il la donnera au chien. En entendant cela, Tess lui dit qu'elle se rendra au port pour acheter l'équipement dont Godwin a besoin pour fabriquer plus de poudre, et le groupe se prépare à louer des drakes pour leur voyage dans les montagnes. Au port, Red tombe sur le vrai Danan et les deux vieux amis décident de se retrouver autour d'un thé. Au même moment, le groupe de Theodora et Albert fouinent également autour du port, essayant de recueillir des informations, tandis qu'Aris s'éloigne pour faire ses propres affaires. Ils aperçoivent Red et Danan ensemble et décident de les suivre, se cachant dans l'ombre comme une bande d'amateurs. Danan dit à Red que la fête a été un véritable désastre sans lui, c'est pourquoi il est venu le chercher. Red, cependant, réaffirme sa décision de rester à Zoltan. Danan dit qu'il va rester un peu plus longtemps pour voir la nouvelle vie de Red et obtenir un peu de répit en attendant. Red lui dit alors que Ruthie est aussi en ville et lui explique toute sa situation avec la poudre, ce qui choque Danan. Il devient immédiatement déterminé à travailler avec Red pour la sauver. Alors qu'ils parlent pour discuter de leur plan, un autre Danan, un imposteur, rencontre Aris dans une auberge. Ce faux Danan raconte à Aris tout ce qu'il sait sur l'endroit où se trouve Gideon. Aris est furieux d'apprendre que Gideon mène une vie paisible avec une princesse et exige de savoir où se trouve sa pharmacie. Il se précipite vers la boutique de Red et, comme un véritable républicain de droite du Texas, commence à tout détruire. Pendant ce temps, le vrai Danan raconte à Red la vérité horrifiante. Shi-Sandan est toujours en vie. Le démon l'a attaqué et, pendant le combat, une créature lui a arraché le bras. Alors qu'ils parlent, ils aperçoivent un Drake dans le ciel transportant Aries et le faux Danan vers les montagnes où Ruthie est allé explorer, et ils décident immédiatement de suivre. Red rattrape d'abord Risley et lui raconte ce que Danan a dit. Elle s'excuse de ne pas lui avoir dit qu'elle avait rencontré Danan auparavant, mais Red réalise rapidement que l'homme qu'elle a rencontré était en fait le démon déguisé. Ils conviennent tous les deux que cette mascarade a assez duré. Ils décident de se battre et d'en finir une fois pour toutes afin de pouvoir enfin revenir à sauter sur les genoux l'un de l'autre. Red se précipite vers les ruines elfiques, naviguant dans l'ancien labyrinthe avec aisance grâce à son talent de guide. Il trouve la pièce où Godwin se cache et lui dit d'appeler Ruthie. L'alchimiste refuse d'abord, terrifié par ses pouvoirs. Mais Red lui tord simplement le bras comme des spaghettis jusqu'à ce qu'il crie de douleur. Comme prévu, Ruthie fait immédiatement irruption dans la pièce. Red lui dit qu'il travaille sur une concoction spéciale pour aider à supprimer sa bénédiction. Elle ne comprend pas, disant qu'elle a toujours pensé que son rêve était d'être chevalier et de sauver le monde. Cependant, Red la corrige, expliquant que son seul véritable objectif a toujours été de la protéger, parce qu'elle est la chose la plus précieuse dans sa vie. Il lui dit qu'il se fiche qu'elle arrête d'être le héros. En entendant cela, Ruthie se demande si elle peut vraiment faire ce qu'elle veut. Red la rassure en lui disant que sa vie lui appartient. En entendant cela, la petite fille le serre fort dans ses bras, lui disant qu'il est le meilleur grand frère du monde. Ailleurs sur la montagne, Shi-Sandan et Aries cherchent le pantalon taché d'urine de Ruthie pour la capturer. Le démon parle à Aries des anciennes ruines elfiques qui y sont cachées. Le vrai Danan retrouve enfin Theodora et saute sur son Drake pour rattraper les autres. De retour dans les ruines, le groupe de Red retrouve Tess. Red suggère qu'il parle à Godwin des narcotiques, et Ruthie explique que bien que cela ne lui ait pas donné une nouvelle bénédiction, cela a éveillé une sorte de pouvoir sans nom en elle. Godwin est perplexe, mais pense que ce n'est probablement pas dangereux puisque cela ne lui donne pas de pulsion meurtrière. Soudain, Tess sent quelque chose s'approcher d'elle. Red les reconnaît comme des yeux de mouche, qui sont des drones de surveillance magiques qui se multiplieront et révéleront leur position s'ils sont attaqués. Ruthie, qui est complètement droguée, les extermine tous avec un seul sort et court dans la direction d'où ils viennent. Sans hésiter, Red la suit et ils trouvent un Aratas complètement déséquilibré qui les attend dans une chambre. Il exige fanatiquement que Ruthie vienne avec lui pour combattre le Seigneur Démon. Elle refuse catégoriquement et explique sa décision de rester avec Red. Enragé par cela, Aratas attaque Red, mais Ruthie le poignarde immédiatement, lui disant qu'elle a évité ses organes vitaux et qu'il peut appeler ses agents d'assurance vie pour un paiement. Elle affirme ensuite fermement sa décision d'arrêter d'être le héros. Juste à ce moment-là, Shi-Sandan arrive et propose d'aider le sage blessé. Aris, mettant enfin les pièces ensemble, réalise que l'homme n'a pas de bénédiction, ce qui signifie qu'il doit être un démon. Shi-Sandan suggère qu'il fasse d'équipe, tentant Aris en lui disant qu'une puissante relique du tout premier héros est cachée profondément dans ses ruines, une relique qui pourrait forcer Ruthie à revenir à ses côtés. Aris, maintenant complètement délirant,
est déterminé à trouver la relique du héros à tout prix. Il croit que le but de toute sa vie est de combattre aux côtés de son héros, Ruti, et il fera tout pour que cela devienne une réalité. De retour avec le groupe, Rizlet raconte à tout le monde leur rencontre avec le sage déséquilibré, et il réalise que les yeux de mouche étaient à son œuvre. Pendant ce temps, Tis détecte les mouvements d'Aratas à proximité, confirmant qu'il se dirige vers les niveaux inférieurs des ruines avec une autre personne, qu'il suppose correctement être Shisandan. Avec cette information, le groupe décide de le poursuivre pour arrêter le plan stupide qu'il a concocté, et Godwin n'a pas d'autre choix que de le suivre comme Mike Pence pour rester en sécurité. Pendant ce temps, Theodora conduit Danan dans les ruines. Elle lui dit qu'elle l'a amené là parce qu'elle veut qu'il soit avec elle quoi qu'il arrive. Danan, qui n'a pas de temps pour ses absurdités cryptiques, lui dit simplement de faire ce qu'elle veut pendant qu'il fait de même. Il se fraye ensuite un chemin à travers les ruines et trouve Aries et Shisandan. Le démon l'attaque immédiatement, mais Danan, renforcé par sa nouvelle prothèse, le domine facilement. Shisandan appelle désespérément Aries à l'aide. Après un moment d'hésitation, Aries lance un sort pour distraire Danan, permettant à Shisandan de le poignarder et de le faire exploser de l'intérieur avec un sort puissant. Malgré le coup fatal, Danan parvient à continuer de combattre le démon, qui a maintenant révélé sa véritable forme, jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement. Alors que Danan tombe, Aries remarque à quel point il se sent calme après avoir trahi un allié. Il réalise que c'est le même sentiment qu'il a eu lorsqu'il a manipulé Gideon pour qu'il quitte le groupe afin qu'il puisse prendre sa place. Il suit Shisandan plus profondément dans les ruines, et ils arrivent dans une salle contenant les véritables épées sacrées, qu'ils appellent les Vengeurs sacrés. Shisandan explique que l'épée que Ruti utilise actuellement n'est qu'une copie bon marché de Shin, et que sa bénédiction est également une copie de la volonté du héros original, tout comme l'implant mammaire de Kim Kardashian. Il dit ensuite à Aries leur plan. Ils doivent donner à Ruti la véritable épée et lui enlever la seule chose qui alimente son désir d'être une personne normale. Dès qu'il entend cela, Aries sait exactement ce que c'est. Son frère, Gideon. Pendant ce temps, le groupe de Red navigue à travers les ruines, avec Ruti qui donne à Red son ancienne épée préférée. Ils entrent bientôt dans une chambre où ils trouvent Shisandan déguisé en ancien maître de Rizlet, le capitaine maléfique de la garde royale. Sans hésitation, ils attaquent l'homme, mais ont du mal à s'approcher de lui car Aries utilise la magie du feu pour les tenir à distance. Ruti les protège des flammes et dit à Aries qu'elle lui pardonnera s'il se rend maintenant, mais Aries est trop loin à ce stade. Les deux frères et sœurs déchaînent des attaques puissantes, essayant de se surpasser l'un l'autre. Ailleurs, Albert et Theodora trouvent Danan mortellement blessé et lui donnent des médicaments, sauvant finalement sa vie. D'autre part, le combat entre Ruti et Aries continue de faire rage. Aries essaie de forcer Ruti à toucher le Sacred Avenger comme un fichier PDF, mais elle crée un tourbillon massif qui brise les armes de tout le monde. Soudain, Theodora saute pour goûter un morceau de l'action. Elle enchaîne Rizlet près d'un monstre et commence à combattre Ruti, déclarant que le héros doit être sacrifié pour le bien du monde. Ruti insiste qu'elle ne veut plus être le héros, mais Theodora soutient que d'innombrables vies seront perdues si elle ne remplit pas son devoir. Elle affirme que même si Gideon est fort, il ne peut pas vaincre le Seigneur Démon sans son aide. Quelques instants plus tard, Rizlet se libère des chaînes et confronte Theodora, lui demandant pourquoi elle pense qu'il est acceptable de placer le destin du monde sur les épaules d'une seule personne. Theodora lui rappelle que le groupe du héros a sauvé son village, mais Rizlet la corrige en disant que c'était leur stupide petit groupe, un ensemble d'individus avec leurs propres croyances qui a sauvé sa patrie, pas une fichue volonté divine homosexuelle. Cependant, elle soutient que les gens sont plus que leur bénédiction. Theodora la rejette rapidement, disant qu'elle ne devrait pas remettre en question le plan du Tout-Puissant, mais Rizlet lui dit qu'elle a tort de mettre un fardeau si lourd sur quelqu'un qui est clairement mal en point. Pendant ce temps, Ruti voit le monstre reprendre conscience et le tue comme une reine pour protéger Rizlet. Mais Aratas lance un autre sort, créant un mur de fer qui les sépare des autres. Ruti essaie de sauter à travers, espérant les sauver, mais échoue lamentablement, et Shisandan profite de l'ouverture pour briser son épée. Aratas célèbre sa victoire sur Red et va combattre Ties, qui lui dit que ses vues tordues sont fausses et qu'elle est déterminée à laisser Ruti vivre une vie normale. Juste au moment où le mur de fer est sur le point d'écraser Red et Rizlet, Danan, maintenant rétabli, utilise sa force immense pour les sauver. Libéré des chaînes, Red se précipite immédiatement sur Aries. Avec l'aide de Rizlet, il esquive les sorts du sage et lui coupe les deux mains, le laissant saigner sur le sol. Ruti continue son combat avec Shisandan, qui lui dit qu'elle ne mérite pas une vie paisible parce qu'elle est l'héroïne. En entendant cela, une rage profonde s'éveille en elle, provenant de la bénédiction sans nom. Elle l'attaque sans relâche, et dans sa fureur, elle saisit inconsciemment l'un des vengeurs sacrés et le tranche avec. Elle rejoint les autres, mais cette fois, quelque chose ne va pas. Au lieu de les aider, elle se retourne et attaque Red, qui s'occupe des blessures de Theodora comme un vrai serviteur. Immédiatement, Tease se place devant Red pour le protéger et essaie de raisonner Ruti, qui a maintenant une expression complètement vide et sans émotion sur le visage. Red dépose doucement la blessée Tease sur le sol pour faire face au visage agaçant de sa sœur, qui est maintenant en mode héros psychopathe complet. Avec un visage impassible, elle l'attaque ensuite sans la moindre hésitation. Red esquive habilement son assaut et, avec son épée en bronze bon marché, la désarme proprement. Involontairement, le choc de la manœuvre ramène enfin cette petite fille à la raison. Immédiatement, Ruti se précipite aux côtés de Tiez, essayant de la soigner de ses blessures, mais ses pouvoirs ne répondent pas, la faisant se sentir totalement impuissante pour la première fois de sa vie.
D'un autre côté, Theodora, soudainement éclairée par une conscience, intervient et guérit les blessures de T.S. à la place. Elle dit qu'elle ne demandera pas pardon, affirmant qu'elle croyait vraiment que trahir Ruti était son seul choix. Theodora admet qu'elle n'a jamais compris pourquoi Ruti ne cherchait pas Gideon, mais après tout ce bazar, elle réalise qu'être un héros est un destin solitaire et cruel qui n'est pas fait pour tout le monde. Un peu tard pour cette révélation, mais ça va. Alors que Theodora se prépare à accepter sa punition, Albert interrompt, affirmant qu'elle s'est battue pour le bien du monde et devrait être épargnée. Juste à ce moment-là, Tease reprend conscience et s'excuse auprès de Ruti de l'avoir inquiétée, mais Ruti est simplement soulagée de l'avoir en vie. Enfin, Ruti dit à Theodora qu'elle n'a jamais voulu être le héros et qu'elle veut juste vivre sa vie comme une fille de la ville. Elle dit que la détermination tordue de Theodora fait d'elle plus un héros qu'elle ne l'a jamais été. En entendant cela, Red ajoute qu'un vrai héros est quelqu'un qui sauve le monde de son propre gré, pas parce qu'une bénédiction l'y oblige. Inspirée par ce discours ringard, Theodora demande si elle peut devenir un guide comme lui. Red lui dit que c'est tout à fait possible, et elle réalise que c'est une vie bien meilleure que de se battre contre ses amis pour des lois divines détraquées. Quelques instants plus tard, Red retourne à sa boutique pour la trouver complètement saccagée, grâce à Arias. Mais alors que la neige commence à tomber dehors, il oublie tous les dégâts. Ruti et Tiaz le rejoignent également, et Ruti est ravi de ressentir le froid pour la première fois depuis des années. Les voyant enfin se rapprocher, Red les invite à prendre le petit déjeuner. Il est révélé que la nouvelle bénédiction sans nom de Ruti est suffisamment puissante pour contrôler d'autres bénédictions, mais elle l'utilise principalement pour désactiver son mode héros. Elle leur dit que son nouveau rêve est d'acheter une ferme comme Bill Gates et de cultiver des herbes médicinales. Plus tard, ils assistent tous aux funérailles d'Aris, priant pour qu'il ne souffre pas dans sa prochaine vie, ce qui est probablement plus que ce que mérite ce salaud manipulateur. Ensuite, le groupe discute de leur projet d'avenir. Dainan dit qu'il partira dans quelques jours, mais exprime son inquiétude quant à la façon dont Shisandan a pu manier des épées sacrées. Red suggère qu'il pourrait y avoir une autre épée manquante quelque part. De retour à la boutique, qui a déjà été entièrement restaurée par Gantz, Risley avoue à Red qu'elle a une peur irrationnelle de se réveiller un jour et de le trouver parti. Elle dit que puisque tout le monde semble avoir besoin de ses conseils, elle craint qu'il ne parte pour guider quelqu'un d'autre. Risley avait même peur qu'il ne veuille pas revenir après la destruction de la boutique. Cependant, avec une saucisse dressée dans son pantalon, Red lui dit qu'elle est la seule raison pour laquelle il revient chaque jour. Il avoue que la première fois qu'ils se sont retrouvés à Zoltan, ces mots l'ont rendu heureux parce qu'elle l'a vu pour le désordre qu'il était, mais a quand même choisi de rester avec lui. Avec cela, les deux partagent un moment intime, parlant de leur avenir. Red lui dit qu'il veut passer le reste de ses jours avec elle et qu'il a hâte d'avoir des enfants un jour. Il demande à Risley quel est son gemme préféré, et elle lui dit qu'elle préfère celui qu'il choisit pour elle. Le lendemain matin, Red et Ruti sortent explorer la ville comme de vrais frères et sœurs pour une fois. Il présente sa sœur à tous les marchands locaux et lui achète un cadeau. Alors qu'ils se promènent, elle lui dit à quel point elle est heureuse de passer enfin du temps avec lui et de se faire de nouveaux amis. Elle demande à Red de rester avec elle pour toujours, et il promet qu'il sera avec elle aussi longtemps qu'elle le voudra. Ils s'allongent ensuite sur l'herbe, et Ruti, enfin en paix avec elle-même, s'endort comme un bébé. Mais dans un anime d'action, la vie tranquille ne semble jamais durer. De retour à la pharmacie, Maigria de la guilde se précipite, demandant urgemment l'aide de Ruti. Une bande d'ogres a pris d'assaut un village voisin et capturé plusieurs aventuriers. Sans hésitation, Ruti accepte d'aider. Tease sourit, remarquant que Ruti est toujours une héroïne, mais maintenant, elle combat de son plein gré. En partant, Red lui dit qu'il préparera tout ce qu'elle veut à son retour. Comme prévu, cette petite demande du lait chaud avec du miel. Dans la scène finale, l'alchimiste Godwyn parle à l'elfe Urandrala de Zoltan. Il dit que bien que ce soit une ville ennuyeuse, il pense que c'est l'endroit parfait pour mener une vie tranquille. En entendant cela, Urandrala se lève avec un air déterminé, montrant clairement qu'elle veut rencontrer Gideon et Risley à nouveau. Si vous voulez que nous couvrions la saison 2 de cet anime, commentez Milk Tankers ci-dessous.